Nous sommes lundi 28 novembre 2016. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans cette édition d'information. Les travaux de la session budgétaire se poursuivent au Palais du Peuple avec le passage des différents ministres ce lundi. Le ministre des Mines et de la Géologie a été reçu par les parlementaires pour échanger autour de son programme sectoriel ainsi que le budget qui l'accompagne. Le compte rendu est signé Sa Alou Yombuno. En 2016, le secteur minier guinéen a évolué dans un contexte caractérisé par la baisse des prix des matières premières sur le marché international, a expliqué le ministre des Mines et de la Géologie Abdoulaye Magasuba à l'entame de son exposé. Le chef du département rappelle ensuite les actes posés par son ministère au cours de cette année 2016 qui tend vers sa fin. Les principales activités suivantes ont été réalisées au cours de l'année 2016. Le processus de revue des titres, conventions et accords miniers lancé en 2012 a été clôturé le 19 avril 2016. Le processus de modernisation du cadastre pour rationaliser la gestion des titres miniers est quasiment. Pour l'accélération du traitement des demandes de permis et autorisation des sociétés et projets miniers, le secrétariat permanent du comité interministériel de suivi des projets miniers intégré, faisant office de guichet unique, a été inauguré le 8 juillet 2016. Pour l'année 2017 qui s'annonce, les perspectives de la Guinée sur le plan minier sont immenses. Si l'on croit au ministre Abdoulaye Magasuba, ces projets en perspective sont porteurs de croissance. Les perspectives du secteur minier autorisent l'espoir. Il y a un intérêt manifeste des investisseurs pour le sous-secteur de la bauxite dont l'évolution de la demande paraît robuste. Le secteur de l'or fait aussi l'objet d'un intérêt constant des sociétés minières que nous nous appellerons à concrétiser en plus de nouveaux projets dans cette filière. La pesanteur que représente le déficit d'infrastructures d'évacuation de fer est un défi qui continuera à mobiliser nos énergies sur la base de la qualité exceptionnelle de nos gisements. Pour la matérialisation de toutes ces ambitions, le ministre des Mines et de la Géologie prévoit en termes de financement et de budget des chiffres suivants. Le volet dépenses du budget du ministère des Mines et de la Géologie se chiffre à 53,8 milliards de francs guinéens pour l'exercice 2017, soit une réduction de 2,1% par rapport à l'exercice précédent. Les subventions et transferts portent essentiellement sur l'appui à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives de 1,7 milliard de francs guinéens. Le budget d'investissement, quant à lui, couvre essentiellement les dépenses liées au programme de cartographie hydrogéologique, la rénovation et l'extension de la Direction nationale des mines et la rénovation et l'extension du Centre de promotion et de développement minier. Abdoulaye Magasuba compte aussi sur le soutien de tous les acteurs pour y arriver. Après le passage du ministre des Mines et de la Géologie, celui de l'énergie et de l'hydraulique a aussi exposé son plan d'action devant les élus du peuple. Cheikh Talibé Silla a parlé des actions à entreprendre pour l'approvisionnement en eau potable, mais aussi la réhabilitation des réseaux électriques à l'intérieur du pays. Aïssata Fofana. Face aux parlementaires du pays, Cheikh Talibé Silla affirme que 16 000 points d'eau ont été réalisés et 2 800 autres réhabilités au cours des 6 années de mandature du président Alpha Condé. Mais dans la capitale guinéenne, l'eau potable reste une denrée rare pour des centaines de milliers de citoyens. C'est pourquoi, dans son plan d'action prioritaire, le département de tutelle entend prendre en compte cette préoccupation. Les actions prioritaires à réaliser dans ce secteur sont les suivantes. Recherche de financement pour la réalisation du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Conakry. Le remplacement des conduites d'eau à Conakry de diamètre 1100 et de diamètre 700 mm. La poursuite du projet de renforcement de l'AFP de Conakry sur le financement de la Banque islamique de développement. Cette priorité n'exclut pour autant pas le renouvellement et l'extension des systèmes de production et de distribution d'eau potable à l'intérieur du pays. Le renouvellement et l'extension des installations d'AFP des 7 capitales régionales. Le renouvellement des installations existantes et extension des systèmes d'AFP des préfectures de Korekaya.
Koya, Dubreka, Bofa, Pita, Kundara, Kirwane, Baroula, Yekebu et Mouassanta. Chargé de l'eau et de l'énergie, Cheikh Talibi Silla n'a pas non plus manqué d'ébaucher dans son exposé les chantiers de réhabilitation et de construction du réseau électrique guinéen. Dans le souci de couvrir la presque totalité du territoire national, que nous nous sommes lancés dans un vaste programme de réhabilitation et de construction des réseaux et des lignes de transport tant à l'interne que dans le cadre de projets d'interconnexion avec les pays limitrophes notamment. La réhabilitation des réseaux de distribution de courant, la réhabilitation et l'extension des réseaux électriques dans 26 préfectures du pays, la construction du dispatching national, la construction de la ligne d'interconnexion Guinée-Mali, la construction de la boucle de Guinée, la construction de la ligne d'interconnexion CLSG. Pour ce quinquennat d'Alpha Condé, Cheikh Talibi Silla rassure de la réalisation de 10 000 forages, soit 2 000 par an. Une ambition affichée, mais qui nécessite l'approbation du Parlement guinéen pour le budget annuel du département. Autre chose au plan national, après des mois d'inactivité dans le cadre de déguerpissement, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire annonce la reprise dans les jours qui suivent de l'opération de récupération des domaines de l'État. Selon le ministre Lucini Camara, l'arrêt de ces travaux était dû au manque de moyens suffisants pour mener à bien cette action. Explication au Marceau. Cela fait des mois depuis le stoppage de l'opération de déguerpissement des emprises publiques et la récupération des domaines de l'État. Pour le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire, le manque de financement serait à la base de l'arrêt de ces travaux. Pour ce qui concerne les réserves foncières, les récupérations, certes nous avons mis une pause, mais nous n'avons pas reculé. Parce que comme je l'ai dit, les moyens de l'État ne lui permettent pas de faire face à tous ses besoins à la fois. Nous avons eu un budget pour 2016, nous avons épuisé ce budget, heureusement en faisant 80-90% d'une commune, la commune de Kaloum. Nous avons pu continuer dans le cadre du marquage des emprises publiques à Dixine et à Matam. Après l'étape de Kaloum, selon le ministre, l'opération de démolition des endroits investis par des occupants illégaux entend se poursuivre très prochainement. Cette fois-ci, les équipes ciblent les communes de Dixine et Matam. Une mission sera également déployée à l'intérieur du pays pour l'identification des zones réservées de l'État. Nous allons commencer bientôt le déguerpissement au niveau de ces communes-là, en même temps que les missions qui vont aller dans les 4 régions naturelles de la Guinée pour identifier ces zones, en faire des réserves foncières, les immatriculer au nom de l'État. En attendant, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire poursuit ses actions de marquage et de repérage des domaines illégalement occupés par des citoyens, ce tant bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Sur un tout autre plan, le collectif des fonctionnaires engagés immatriculés non pris en charge était de nouveau dans les rues de Kaloma ce lundi. Ils sont plus de 2000 à protester pour l'amélioration de leurs conditions et dénoncer quelques comportements du ministre de la fonction publique. Le point avec Bountourabi Keïta. Ils étaient des centaines tôt ce matin dans les rues de Kaloum, direction le ministère de la fonction publique, pour protester, disent-ils, contre la personne du ministre Sékou Kourouma. Un ministre traité de tous les noms par les protestataires qui dénoncent l'injustice et réclament leur prise en charge effective par l'État. L'objectif de notre protestation, c'est contre l'injustice faite par le ministre de la fonction publique à notre égard. Nous lui reprochons de faire l'engagement clandestin, anarchique de certaines personnes, des hypocrites, des ignares, je peux le dire ainsi. Nous avons toutes les preuves ici. S'il est sûr, ce que je dis haut et fort, j'invite Monsieur le ministre de la fonction publique à un débat contradictoire, télévisé, face à face avec le public guinéen. Je vais lui mettre devant les faits accomplis.
Apparemment très remonté et sûr de la source et de la véracité de ces preuves, Jean-Pierre Koligwe-Pogui n'a pas hésité à nous étaler feuille après feuille des preuves qui, selon lui, mettent en lumière la magouille du ministre Kourouma. Sa propre retraite, il l'a poussée jusqu'en 2024. Je vais vous montrer ça. On a le document là ici. Signé par lui-même. Regardez. Arrêté portant reclassement de 2 fonctionnaires de C en A. Des gens qui n'ont même pas fait la 10e année. Regardez. De C en A signé par lui en 2014. Il était déjà ministre. S'il sait exhiber les choses, c'est les choses-là qu'il doit dénoncer d'abord. Normalement. Je vous dis, sa femme est engagée à la fonction publique, hiérarchie A. Hiérarchie A, il ne connaît rien. Commerçante de son état. Hadja Maria Makeka, commerçante. Sa fille aussi. Bloquée par les forces de l'ordre, la destination ne sera malheureusement pas atteinte par les protestataires qui seront obligés de rebrousser chemin pour le gouvernorat de la ville de Conakry pour un entretien avec le gouverneur. La Jeune Chambre internationale Conakry Excellence a tenu sa convention annuelle ce week-end à Conakry. Cette rencontre a permis aux membres de l'organisation de valider les différents rapports du mandat 2016 et de confier les destinées de cette structure à un nouveau bureau pour l'année 2017 à Sénégal. Une année finie, une autre commence pour les membres de la Jeune Chambre internationale Conakry Excellence. Ce week-end à Conakry, la structure a tenu son congrès. Un congrès qui a permis au bureau sortant par la voix de son président de remercier tous les membres pour la qualité du travail accompli et les résultats obtenus. Une occasion pendant laquelle Mamadou Bamassiré Touré a égrené une liste d'activités réalisées durant sa mandature de 2016. Dans nos différents domaines d'activité, nous avons eu le grand plaisir de former 20 jeunes filles à Koya en entrepreneuriat. Et je vous dis aujourd'hui, ces filles-là sont opérationnelles, ce qui rentre en droite ligne avec la politique nationale de notre pays, qui est l'émancipation de la jeune fille. Au cours de notre mandat, nous avons participé à toutes les activités de la société civile, notamment le Forum social ouest-africain, où nous avons dignement représenté notre organisation. Et également notre participation dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Et je félicite ici ces dynamiques éducateurs communautaires qui sont désormais déployés dans toutes les communes de la ville de Conakry. À cela s'ajoute la présence de la Jeune Chambre internationale Conakry Excellence dans les grandes rencontres internationales, notamment le Congrès mondial, le sommet de leadership et la Rio. Après les 2 assemblées générales et le vote, Seydou Nour Guissé a été élu nouveau président de la structure. Pour lui, son bureau se battra pour une refondation totale de cette organisation volontaire. Et pour y arriver, les ambitions ne manquent pas. Tenant compte d'un nombre de projets que j'ai envisagés pour le développement de notre local, pour son rayonnement, et parmi ces projets, naturellement, c'est sur les 4 domaines d'activité phares, notamment le domaine individuel, le domaine du développement internationalisme que j'occupais, le domaine du développement communautaire, et le domaine de développement individuel. Quand vous prenez chacun de ces domaines, pour le domaine de développement individuel, j'ai envisagé le recrutement des personnes ressources pour la croissance de la locale. Dans le domaine communautaire, et on va évoluer dans le domaine, si vous voulez, environnemental, ce qui est les objectifs du millénaire, d'accord, les objectifs du développement durable. Donc c'est la protection de l'environnement. Pendant ce congrès, une dizaine de membres ont été intronisés et des satisfecits ont été décernés à certaines personnes pour le soutien qu'elles apportent à la Jeune Chambre internationale Conakry Excellence. Les violences faites aux femmes sont monnaie courante en Guinée. 8 femmes sur 10 en sont victimes selon des ONG de défense des droits des femmes. Parmi les types de ces violences figurent aussi celles psychologiques ou sexuelles entre les couples. Diao Bachir s'est intéressé à ce sujet. Suivez son reportage. Des résultats issus des enquêtes récemment réalisées par certaines ONG qui défendent les droits de femmes en Guinée montrent au moins qu'une femme sur 2 est victime de violences au quotidien. En 2013, selon la même source, 40 cas dont 41 violences et 10 cas de violences sexuelles ont été enregistrés.
Mais parmi les types de violence, celle qui semble la plus muselée par les pesanteurs sociaux est la violence sexuelle entre couples. Un acte pourtant puni par les lois du pays, nous fait remarquer Moussa Yerouba, présidente de Femmes Développement et Défense des droits humains en Guinée. Mais en matière de droits de l'homme, le plaisir sexuel il doit être partagé. Vous ne pouvez pas aller à une femme quand elle n'est pas prête. Mais c'est fait de sorte que quelquefois il y a des hommes qui violent leurs épouses. Parce que quand soit elle est malade, quand elle n'est pas dans son assiette, elle n'est pas prête à t'accueillir et que tu forces, ça devient le viol. Et c'est condamné par l'article 321 du Code pénal. Une autre forme de violence à laquelle reste confrontée la couche féminine, c'est bien la violence psychologique. Des injures, des diffamations sont souvent proférées à leur égard. Certains hommes, il y a des hommes qui sont bien, mais d'autres qui ont ce genre de femme, qui veulent la rabaisser, qui veulent en sorte qu'elle soit une femme soumise, passe par quoi? Le dénigrement dans son entourage. Il la dénigre, il raconte des choses qui ne sont pas fondées sur la femme pour faire en sorte qu'elle baisse la tête. Moralement, on la casse, on l'insulte devant les gens, dans le voisinage. On dit des choses qui font qu'elle tremble à l'intérieur, qu'elle est touchée au plus profond d'elle-même. Selon un responsable d'une ONG de lutte contre les violences basées sur le genre dans la région de la Baie, en 2015, 26 cas de violence, dont 23 de viols, ont été enregistrés. Page noire dans cette édition, Maxime Koivogui n'est plus jusque-là chef du département communication de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La nouvelle de la mort de Maxime Koivogui a été confirmée par ses collaborateurs qui sont d'ailleurs tous consternés par cette disparition d'un des leurs. Des témoignages de quelques-uns dans ce reportage de Mohamed Alpha. Le directeur de la communication et de l'information de la Commission électorale nationale indépendante a tiré sa révérence ce lundi à Conakry dans une clinique de la place. Cette disparition de Maxime Koivogui ne laisse indifférent aucun membre de l'institution électorale. Tous les commissaires de la CENI sont consternés et affligés par cette disparition inattendue. Nous sommes effondrés aujourd'hui. Suite au décès de notre cher collègue Maxime Koivogui, nous nous apprêtions à tenir notre séance plénière quand nous avons été informés par la famille que Maxime a rendu l'âme ce matin à la clinique Pasteur. Il avait été admis au niveau de ce centre hospitalier le week-end. Dieu a décidé qu'il s'en aille aujourd'hui. Je crois que ce que nous devons faire à notre niveau, c'est de continuer à prier pour que son âme repose en paix, pour qu'il soit à côté du Tout-Puissant, admis parmi les meilleurs fils. Maxime était un collègue extrêmement dévoué au travail. Il adorait le travail parfait. Il voulait que tout soit parfait et il était quelqu'un qui aimait produire assez. Travailleurs dévoués sont les qualificatifs qui reviennent souvent sur les lèvres de ses collègues. Son adjoint se dit être profondément touché par ce départ de son patron qui laissera selon lui un vide à l'institution. Je suis attristé et ensuite c'est un grand vide parce que moi avec ma santé un peu précaire, c'est lui qui était tout le temps aux avant-postes et tous les grands dossiers il les traitait et moi je venais toujours en renfort pour pouvoir faire avancer le département de la communication. Je perds en lui un frère qui m'a toujours respecté et qui m'a épaulé dans mes moments d'épreuve. Je prie Dieu, le Seigneur, le Dieu de l'univers visible et invisible, qui puisse l'accompagner et le recevoir dans son paradis céleste. Certains membres de la famille professionnelle du défunt se souviennent encore de leur dernière séparation. Vendredi, on s'était vu, je suis passée, je lui ai même dit « Ah Maxime, tu me parais un peu... tu flottes un peu dans tes tenues là, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Non, Adia, tu sais, je suis un peu fatiguée. » Et je dis « Mais il faut te ménager, hein, parce que... faut aller à l'hôpital, voir ce qui ne va pas, c'est vrai. Parce que la fatigue, ça déclenche tout. Il me dit, oui, c'est vrai, j'y veillerai.
c'est la dernière. Maxime Koivogi vient allonger la longue liste des membres de la Commission électorale nationale indépendante décédés en cours de mandat, en l'occurrence Ibrahima Diallo et Yaya Khan. En France, la droite est donc désormais officiellement rassemblée derrière François Fillon. Maintenant qu'elle a son candidat pour la présidentielle d'avril prochain, les regards se tournent logiquement à gauche. Le Parti socialiste qui organisera lui sa propre primaire les 22 et 29 janvier prochains. Et pour l'instant, c'est la confusion qui règne au PS. François Hollande sera-t-il candidat? Qu'en est-il d'Emmanuel Valls? Va-t-il démissionner s'il est candidat? Beaucoup de questions qui restent pour l'instant sans réponse. Suivez. Face à une droite désormais unie derrière son candidat, la gauche apparaît plus divisée que jamais. Pour le porte-parole du Parti socialiste, il est urgent de réagir. Votre plateau. Je considère qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer est grave. On parle de privatisation partielle de la sécurité sociale chez M. Fillon. On parle de 500 000 suppressions d'emplois publics. On parle de... En fait, il disait casser la baraque. Quelque part, je pense que son vérité... Si la baraque, c'est la France, donc c'est casser la France. Et donc la gauche, elle doit se dépasser, malgré les divisions. Il faut qu'on y arrive. Premier obstacle à surmonter, les tensions au sein du couple exécutif. Alors que François Hollande doit dire dans les jours qui viennent s'il est candidat aux primaires de la gauche, le Premier ministre Manuel Valls a pris les devants. Dans le journal du dimanche, il a fait part de ses ambitions présidentielles. Pour le porte-parole du gouvernement, pas question de voir le président et le Premier ministre s'affronter dans une primaire. Je dis, un acte de candidature du Premier ministre, il en a tout à fait la possibilité. Mais à ce moment-là, il n'est plus Premier ministre. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses qui doivent être rappelées, tout simplement, et je souhaite le rassemblement. Le rassemblement, un autre enjeu pour la gauche alors que les candidatures se multiplient. Le premier secrétaire du PS le déplore. J'avais rêvé que les primaires soient plus unitaires que cela. Je constate une nouvelle fois qu'il y a une rage de fragmentation dans la gauche. Je la déplore et je la combats. Et donc le seul moyen de la surmonter, c'est qu'il y ait une prière, on va la faire, et une primaire massive. Un appel lancé aux électeurs, les seuls pour Jean-Christophe Cambadélis à pouvoir qualifier un candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle. Les hommages à Fidel Castro, décédé à l'âge de 90 ans. Alors, comment les jeunes Cubains voient-ils l'après-Castro? Élément de réponse dans ce reportage. Sur les marches de l'université de La Havane, des étudiants, des professeurs se relaient. Une veillée, drapeau cubain à la main, pour rendre hommage à celui qui, disent-ils, leur a permis d'étudier. Avant, les Cubains qui étaient pauvres n'avaient pas la possibilité d'aller à l'université de la Havane. Seuls les plus aisés pouvaient se le permettre. L'arrivée de Fidel Castro et la révolution, ça a donné la possibilité à chaque citoyen cubain de pouvoir devenir étudiant. Moi-même, je viens d'une famille modeste. Et malgré ça, j'ai eu le privilège de pouvoir choisir la formation que je voulais sans avoir à payer. Nos livres sont gratuits. Mais un peu plus loin sur ce terrain de baseball, les avis sont nettement plus partagés. Ils sont artisans, commerçants, avocats, et pour eux la mort de Fidel Castro, c'est l'espoir d'un changement. On espère que pour les jeunes, il y aura quelque chose de nouveau. Il faut que ça change. Pour la jeunesse, il n'y a pas beaucoup de travail. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Je veux qu'on ait Internet, que les Cubains puissent gagner suffisamment leur vie, qu'ils puissent voyager à l'étranger. Ici, tout le monde le sait, on a des gros problèmes économiques. La nourriture est chère, très chère. Dans les rues de la vieille Havane, 2 jours après la mort de l'ancien dirigeant cubain, certaines langues se délient. Il a fait souffrir le peuple. Il a séparé des familles. Il a éliminé des gens. Il a bafoué les droits de l'homme. Pas de répit à Alep, pas de répit pour les populations de la deuxième ville de Syrie, prises au piège des combats. Des milliers d'habitants ont quitté leur maison ces dernières 24 heures. Pas de répit non plus pour les combattants de la rébellion. Ils ont perdu l'un de leurs principaux bastions à l'est de la cité. Peut-être un moment clé en 5 ans de conflit. Suivez.
Il s'agit sans doute du plus grand revers pour les rebelles depuis 2012, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce lundi, les troupes du régime syrien ont repris possession de tout le nord-est d'Alep. Quartier après quartier, les hommes de Bachar al-Assad poursuivent leur reconquête de la capitale économique du pays. Mais les combats des derniers jours ont été particulièrement violents. Sur place, les civils manquent de tout et vivent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est terrible ce que l'on vit ici. Nous sommes humiliés. On a vraiment côtoyé la mort. Il n'y a plus de nourriture, plus de sucre, plus de cigarettes, rien. Conséquence, des milliers d'habitants d'Alep-Est ont commencé à fuir leur quartier. Ici, le gouvernement syrien a affrété des dizaines de bus. Objectif, aider les habitants à rejoindre les zones sécurisées. Je n'ai rien mangé depuis 3 jours. On n'a même plus de pain. Alors aujourd'hui, je veux dire merci. Merci à l'armée syrienne et à nos alliés russes. Cet enfer est terminé maintenant, je l'espère. Il s'agirait là du premier exode de ce genre à Alep-Est depuis plus de 4 ans. Des habitants qui fuient également pour sauver leur vie. Depuis le début de l'offensive, le 15 novembre dernier, au moins 225 personnes ont été tuées parmi les civils, dont 27 enfants. Dernier élément de cette édition, scandale de pédophilie qui éclabousse le ballon rond si cher au sujet de Sa Majesté. Une vague de front déclenchée par le témoignage d'un ancien joueur du Sheffield. Depuis, d'autres ont dénoncé les abus sexuels dont ils ont été victimes quand ils étaient jeunes. Suivez. Les larmes d'Andy Woodward à la télévision britannique. Pour la première fois, l'ex-joueur anglais se confie sur les multiples agressions sexuelles subies durant son enfance lorsqu'il était au centre de formation du club de Crewe Alexandra. La semaine dernière, j'étais seul et j'avais tellement peur de témoigner. Mais depuis, j'ai reçu tellement de soutien du public, des médias et d'autres joueurs. C'est ça le plus important. Parce que vous savez, je suis tout simplement dépassé par cette affaire. De nombreux autres joueurs ont décidé de témoigner et de sortir de leur silence plus de 30 ans après les faits, comme Paul Stewart, ex-attaquant de Liverpool, ou Chris Unsworth, ancien de Manchester City, qui a confié avoir été violé entre 50 et 100 fois par un éducateur. Je me suis dit qu'il fallait que je témoigne à mon tour. Témoigner et aider les autres. Je n'en ai jamais parlé à personne. J'ai tout gardé pour moi. Mais là, c'est comme si je revivais ces événements. Devant la multiplication des révélations, le service de la protection de l'enfance décide d'ouvrir un numéro vert dédié au football. En 2 heures à peine, la ligne téléphonique a reçu une 50aine d'appels. Il faut dire que ce scandale touche des clubs prestigieux de Première Ligue comme Newcastle et Manchester City. Des clubs qui ont d'ores et déjà affiché leur totale collaboration. La police a quant à elle ouvert plusieurs enquêtes pour faire toute la lumière sur ce scandale qui secoue le football anglais. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain mardi, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Merci et portez-vous bien.